Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Pierre Rioux. Il est historien, professeur de photographie et c'est lui qui nous a présenté l'histoire de la photographie côté femme lors de notre grande conversation du 20 mars à la bibliothèque Niemeyer intitulée Femmes invisibles, le regard des femmes photographes. Pierre Rioux, bonjour. Bonjour. Alors, je vous invite à nous raconter ce que vous avez présenté à la grande conversation le 20 mars à la bibliothèque Oscar Niemeyer sur l'histoire de la photographie vue du côté des femmes. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que vous avez eu une grande partie de votre métier qui s'est déroulée dans les établissements scolaires. Vous étiez professeur de physique. Mais la plus grande partie de votre parcours s'est fait à l'IUT, où vous étiez professeur de photographie et de cinéma, et vous avez même été, bien sûr, directeur du service culturel audiovisuel. Donc, c'est avec toute cette expérience que vous allez nous parler, par exemple, des origines de la photographie, parce que nous avons été frappés par le fait que les femmes étaient présentes et se sont appropriées les appareils dès le début. Absolument. Dès la naissance de la photographie, la date officielle, c'est 1839. Sans doute que la photographie a existé avant, mais on considère aujourd'hui que la date officielle, c'est 1839. Et les femmes photographes excellent dans la discipline, tant sur le plan de la technique que de la création dès cette date. Et la contribution de ces femmes a été méconnue la plupart du temps, voire complètement ignorée, voire un certain nombre de femmes photographes se sont fait spolier leur travail. Pour vous dire la situation, je me place tout de suite en 1900. Et je ne peux pas résister à l'envie de vous parler de la Société havraise de photographie, puisque à l'époque, on ne parle pas vraiment de club photographique, on parle de société. Et il existe sur le territoire français, plus de 90 sociétés. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que ces sociétés permettent d'obtenir du matériel, des connaissances techniques et même de pouvoir bénéficier de studios de prise de vue. Donc, c'est quelque chose qui est très très important. Pourtant, on est en 1900. C'est une date importante, vous allez voir pourquoi, parce que je vous en reparlerai tout à l'heure. En 1900, Albert Renner, c'est quelqu'un qui s'intéresse énormément à la photographie et qui sort énormément de textes et de brochures autour de la photographie française. Et il déplore déjà de ne pouvoir dénombrer qu'une 50aine de membres féminins sur l'ensemble des sociétés françaises. Et parmi ces 50, 37 sont à la Société havraise de photographie. Ça paraît étrange. Mais il avait oublié de préciser que la quasi-totalité des sociétaires normandes, en fait, étaient dans les pas d'un membre masculin de leur famille. Donc, en fait, elles n'avaient aucune autonomie. Ah oui. Et on va même plus loin. À l'époque, il y a une société qui s'occupe de du stéréo, de la stéréographie. C'est quoi ? C'est le fait qu'on ait un appareil photo qui permet d'obtenir des images en relief. Et le président de cette fédération, qui s'appelle Liu, il écrit, on est aux alentours des années 1900 aussi, « La femme nous envahit ». Mais il est curieux de constater que si elle ambitionne beaucoup de choses, elle ne nous a pas encore chassés du paradis photographique. Donc, vous imaginez la situation. Donc, c'est vrai que c'est une situation qui est caractéristique de la situation française. Oui. Aux États-Unis et
surtout en Angleterre, dès les années 1850, on a des membres de sociétés, puisqu'il existe une société londonienne qui est encore plus ancienne que la Société française de photographie. Et en particulier, on a une photographe, Julia Margaret Cameron, qui va faire un énorme travail pendant les 10 années qu'elle va consacrer à la photographie. Alors, elle est issue d'un milieu extrêmement bourgeois, elle fréquente les milieux culturels, les milieux artistiques londoniens, mais elle essaye de transformer ce qu'on appelle la technique photographique en art. C'est elle qui est à l'origine d'un mouvement qu'on appelle le pictorialisme, qui va prendre sa naissance en Angleterre, mais qui va se répandre aux États-Unis et en France, qui sont les 3 premiers pays où on va faire de la photographie. Ah oui, alors là, il faut nous définir le mot. Alors, pictorialisme, c'est tout simplement la nécessité pour un photographe de devenir un artiste. Ah. Voilà. C'est-à-dire que il faut se rappeler qu'en 1859, Charles Baudelaire dit « La photographie n'est pas un art, c'est une technique de reproduction mécanique au service des arts. » Oui, c'est vrai. Et donc, Margaret Cameron prend exactement le contre-pied de cette démarche. Elle va essayer de démontrer que la photographie est un art. Malheureusement, son pictorialisme, ça va être la reproduction de la peinture. Et donc, à cette époque-là, en Angleterre en particulier, on a un mouvement de peinture qui s'appelle le pré-raphaélisme, qui prend référence à la peinture d'avant Raphaël, c'est-à-dire au début de la Renaissance. Et donc, elle va copier pour beaucoup la peinture italienne en particulier de la Renaissance, et donc elle va entraîner un peu la photographie sur une voie sans issue, parce qu'il fallait évidemment que la photographie sorte que ça soit un médium tout à fait original, ce qui par cette voie-là ne l'était pas. Cela dit, elle apporte énormément de choses quand même. Cameron va inventer littéralement le portrait photographique. Ah voilà. Et donc, de ce point de vue, c'est un apport qui est majeur, même si elle va entourer tout cela de détails estompés par un éclairage un peu particulier. Elle va jouer sur le flou artistique, dit-elle, etc., etc. Et donc, elle va vraiment de très loin mélanger peinture et photographie. Et ça va être quelque chose qui va dominer en Angleterre et aux États-Unis jusqu'en 1900, et beaucoup plus tard encore en France. Puisque en France, la Société française de photographie va continuer dans cette voie du pictorialisme. Et là, on a la représentante féminine de ce mouvement en France, c'est Céline Lagarde, qu'on avait complètement perdu de vue, qui avait totalement disparu et qui a été remise à l'honneur grâce à une grande exposition rétrospective au musée d'Orsay en janvier 2025. Donc ça vient de se terminer là. Oui. Voilà. Alors, heureusement, en particulier aux États-Unis, il va se passer un certain nombre de choses qui vont faire que les femmes vont se sortir j'ose pas dire cette ornière pictorialiste, mais quelquefois ça me fait quand même un peu penser à ça. La principale représentante, c'est Frances Benjamin, je sais pas comment on prononce exactement en anglais, Johnston. Alors c'est aussi une grande bourgeoise. Oui. Mais apparemment, il faut pas se faire d'illusions. Il n'y a, dans cette deuxième moitié du 19e siècle, qu'une photographie bourgeoise qui existe. Mais voilà. Les milieux
ouvriers ne pratiquent absolument pas la photographie. La plupart du temps, ce sont d'ailleurs des cadeaux qui sont donnés à ces femmes, qui sont souvent oisives, entre guillemets, puisqu'elles ne font que, je vais dire des horreurs, elles ne font que s'occuper de leurs nombreux enfants, puisque Margaret Cameron, par exemple, elle a eu 6 enfants, elle a adopté 5 enfants, donc vous voyez un peu la famille, mais bon, elle n'était pas seule à s'en occuper, évidemment. Bien sûr. Et donc, comme ces femmes ne travaillent pas, et donc elles ont des loisirs, malgré tout, et donc on leur donne en cadeau des appareils photo. Et le premier appareil photo de Benjamin Johnston, Voilà. Benjamin, je ne sais pas comment on prononce vraiment, c'est un cadeau qui lui est fourni vers 1880 par la maison Kodak. Ah, voilà. Parce que la maison Kodak, c'est elle qui invente les appareils photo de petite dimension. Oui, et c'est très important. Et c'est capital, parce que ça va donner beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de possibilités de déplacement et d'autonomie. Et c'est pas un hasard si ces appareils tombent dans les mains des femmes en particulier, puisqu'ils sont beaucoup plus maniables que les énormes boîtes dont disposaient avant les photographes. Finalement, l'évolution de la technique ici en photographie joue le même rôle que dans la peinture. Ou par exemple en peinture, on a pu sortir parce que les chevaliers, les boîtes de couleurs, tout ça étaient beaucoup plus léger. À la même époque, puisque l'impressionnisme naît parce qu'on sort de chez soi avec des chevalets. On peut prendre le train pour aller au Havre. Voilà, par exemple. En plus, il y a une troisième invention qui va précipiter l'impressionnisme, c'est le tube de gouache. Voilà, c'est ça. Voilà. Les 3 éléments. Là, c'est le petit appareil Kodak. Mais alors, est-ce que c'est l'époque de la photographie pure? Ah non, pas encore. Pas encore. Johnston, donc, elle va faire un certain nombre d'opérations qui sont quand même, à mon sens, extraordinaires et qui la placent vraiment comme étant la première femme capitale de l'histoire de la photographie, même si elle a été, elle aussi, complètement dévaluée et elle a progressivement complètement disparu. Elle a toute une série d'histoires. Son tableau le plus célèbre, son autoportrait le plus célèbre, c'est cet autoportrait où on la voit assise de profil, les jupes largement retroussées, avec un verre de bière dans la main gauche, une cigarette dans la main droite. Et le jupon blanc, je crois, qu'on aperçoit. Jupon, voilà. Oui. Et ce qui est, à mon avis, extraordinaire, c'est que c'est une photographie qui est prise par elle. Donc c'est bien un autoportrait. Et au-dessus de son visage, il y a toute une série de photographies, de portraits d'hommes, comme si c'était un petit peu les hommes qu'elle avait conquis, qu'elle avait... on peut penser à une sorte de tableau de chasse. Ah oui, carrément. Carrément. Oui. Donc, parce qu'on pourrait dire aussi qu'elle se met dans la lignée de ces portraits d'hommes. Non, puisqu'elle fume et boit de la bière. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il y a tout ce côté un petit peu lieu de chasse qui nous donne beaucoup d'ambiguïté. Oui. Alors, cette femme, donc, elle découvre la photographie à Paris en plus, mais elle retourne aux États-Unis. Et c'est l'une des premières femmes, sinon la première femme photojournaliste du monde. Ah oui. Et donc, elle a l'occasion, en août 1899, elle voyage en Europe et elle est envoyée par un des responsables des agences de presse qui sont en train de naître aux États-Unis. Elle est envoyée photographier l'Olympia. L'Olympia, c'est pas du tout une salle de spectacle, mais enfin, ça va un peu se transformer en salle de spectacle. C'est un navire de guerre qui rentre de la campagne de la baie de Manille,
qui est une campagne qui a permis de voir une victoire éclatante dans la guerre hispano-américaine, victoire éclatante des Américains, évidemment. Mhm. Et ce navire de guerre est arrimé dans le port de Naples. Et elle arrive à monter sur ce bateau grâce à un laissez-passer de Theodore Roosevelt, qui est à ce moment-là le président américain. Elle embarque donc sur l'Olympia, et ce qui est un moment absolument incroyable, c'est que les marins, les militaires, donc, l'acceptent, en particulier parce qu'elle est blanche. Il faut bien comprendre ça aussi. Et c'est la première femme qui monte sur un bateau de guerre américain. Ah oui. Et les clichés ne sont pas anodins, pas du tout. Parce que elle trouve le moyen de prendre en photo une sorte de bal qui est organisée par l'ensemble des marins, et on voit ces marins militaires américains danser, enlacés les uns avec les autres. Et oui. Ce qui est quand même, pour l'époque, assez surprenant. Voilà. Oui, oui. Alors, autre chose aussi, et c'est là que je retombe sur ce que je racontais tout à l'heure sur la Société havraise de photographie qui comporte 36 femmes, etc., etc. Oui. C'est que Johnston est chargé par l'État américain de regrouper toutes les photographes femmes qui sont sur le territoire américain pour aller présenter l'ensemble de leurs réalisations au salon américain de la comment ça s'appelle déjà de la fête universelle de Paris en 1900. Ah voilà. Voilà. Et donc dans ce pavillon américain, il y a 36 femmes qui exposent. Ah voilà. Alors qu'en France, c'est une misère absolue, comme on a pu le voir, il n'y a pratiquement aucune femme de représentée. Et donc, ça va être une des grandes attractions du bâtiment américain, du Salon universel, de présenter cet ensemble de femmes. Voilà. Donc, elle va jouer un rôle tout à fait important, et c'est une féministe convaincue en plus, hein, parce qu'il y a aussi une de ses photographies qui la montre habillée en homme et réalisant des activités qui sont perçues comme étant essentiellement masculines. D'accord. Voilà. Elle va parcourir l'ensemble des USA pour promouvoir l'égalité des sexes, avant de disparaître complètement dans l'anonymat. Et on va la redécouvrir dans les années 80-90. Voilà. D'accord. Donc, alors, après, c'est la photographie pure, du coup. Voilà. Elle va, être à l'origine de l'arrivée de la photographie pure aux États-Unis. Une de ces photos, une photo de 1900, qui est une photo qui parle de la structure de l'espace, alors que chez les pictorialistes, on abandonne complètement tous ces points de vue-là, on fait de la peinture photographique. C'est ça. Alors que Johnston, elle, va au contraire s'intéresser à la géométrie, à l'harmonisation, à l'occupation de l'espace dans la photographie. On peut même dire, là c'est un petit peu quelque chose qui est personnel, c'est que c'est elle qui est à l'origine de l'introduction, de la naissance de la photographie pure, et on est en 1900, avec une de ses photographies les plus célèbres qui montre des étudiants travaillant dans les escaliers de leur université, alors que, par définition, habituellement, on dit que c'est une photo d'Alfred Stieglitz de 1907 qui s'appelle L'Entrepont, qui constitue la bascule. Ah oui, oui. Alors que là, on est, avec Johnston, on est en 1900. Donc on est nettement auparavant.
C'est ça. Est-ce que c'est elle qui invente la règle des 2/3? Non. La Non, règle, quand la même règle pas. des tiers, c'est quelque chose qui existe déjà dans la peinture Renaissance. Ça fait, Ah ça oui, fait, ça fait oui. partie. Mais la photographie, non. Non, Pas spécialement. elle en parle pas spécialement. D'ailleurs, D'accord. je n'ai pas rencontré de photographie de Johnston où on a vraiment des caractérisations de ce type. D'accord. Elle est largement Mhm. au-delà. Mhm, mhm. Oui. Euh, un des facteurs qui faisait qu'on avait choisi 1907 pour dire que c'était le moment de la bascule et du passage à la photographie pure, c'est que 1907 est une date fondamentale dans l'histoire de l'art, dans la mesure où, en peinture, c'est le moment du passage au cubisme. Ah oui. Bien La sûr. même année avec les Demoiselles d'Avignon. Donc, on a tendance à dire, ben voilà, photographie et peinture, la bascule s'effectue en même temps. Alors qu'on voit que le travail de Johnston est déjà un travail de photographie pure, nettement en avance sur Mhm. un certain nombre de productions, en particulier en Europe et en France. Mhm. En France, où Céline Lagarde est une figure internationale du pictorialisme, mais justement, elle continue ce travail jusque 1910-1915. Mais Céline Lagarde fait aussi partie de ces pionnières de la photographie qui sont tombées dans l'oubli assez rapidement. Mhm. Voilà. Je peux vous parler d'une dernière photographe américaine de cette époque, c'est Olive Edis, parce que c'est elle qui joue un rôle extrêmement important sur le front de l'Ouest au moment de la guerre 14-18. Elle n'obtient pas la possibilité de photographier sur le front. Elle a par contre ses accréditations pour suivre de très près l'évolution de la grippe espagnole, c'est-à-dire à partir de 1818-1919. Oui. Mais c'est quelqu'un qui joue un rôle important parce que c'est une pionnière de la photographie, mais aussi c'est quelqu'un qui défend fondamentalement la cause des femmes britanniques qui sont à ce moment-là en lutte et qui sont les suffragettes dont on parle par ailleurs. Ah, Elle voilà. défend la femme des causes, la cause des femmes britanniques, en particulier puisqu'elle ne peut pas aller sur le front en photographiant les femmes dans les usines d'armement. Mhm. Mhm. Alors ensuite, peut-être, ça va être la nouvelle objectivité. Oui, la nouvelle objectivité, c'est une orientation de la photographie qui nous vient d'Allemagne essentiellement, qui est caractérisée par l'utilisation de motifs géométriques et dont les représentants sont souvent liés au Bauhaus, école fondamentale allemande d'architecture, de peinture et aussi de photographie. Mhm. Une représentante tout à fait importante de cette école de photographie, c'est Germaine Krull. Germaine Krull qui est d'origine allemande, mais qui vient en France dans les années 20, et donc qui fait découvrir cette orientation de la photographie à toute une série de gens. En particulier, elle adhère au mouvement Dada, puis au mouvement surréaliste, et elle est très amie avec un certain nombre de personnages de la culture française, et en particulier l'homme de théâtre Louis Jouvet. Ah oui. Et Louis Jouvet, à cette époque-là, on est en 1927-1928, est directeur du théâtre des Champs-Élysées, Mhm. qui a été construit un peu auparavant par Auguste Perret, que tous les Havrais connaissent évidemment. Mhm. Et donc, Louis Jouvet est très impressionné par le travail de Germaine Krull. Mhm. Et il propose à Germaine Krull de faire une exposition de ses photographies dans
le théâtre des Champs-Élysées. Ah, voilà. Seul problème, c'est qu'il n'a pas de grand hall disponible pour présenter une exposition. Germaine Krul lui répond, moi je veux bien présenter ma série qui s'appelle Fer, puisque c'est autour du métal et de l'architecture métallique en France et en Allemagne, mais elle dit, j'ai pas envie d'être tout seul, et à ce moment-là, on est en 1928, il y a une grande rupture qui se produit au sein de la Société française de photographie, qui est toujours avec son pictorialisme et qui n'arrive pas à s'en défaire. Ah, voilà. Ce qui fait que tout un groupe de photographes qui vont jouer un rôle fondamental, hommes comme femmes, dans les années 30, quittent la Fédération française de photographie et viennent faire avec Germaine Krul leur présentation dans ce qu'on a appelé le salon de l'escalier. Alors pourquoi le salon de l'escalier ? Parce que Louis Jouvet n'avait pas de hall à sa disposition, donc ça a été dans l'escalier. Quelle bonne idée. Alors ça ressemble beaucoup à la démarche en peinture du salon des refusés de la deuxième moitié du 19e siècle. Entendu. Sauf que ce salon de l'escalier qui était prévu comme étant le salon de la photographie indépendante, eh bien ne va pas perdurer. Il n'y en aura qu'un seul. Donc c'est un peu dommage. Il n'empêche qu'aux côtés de Germaine Krul figure du côté des femmes, Bérénice Abbott, voilà. Albin Guillot et Dora, qui sont trois femmes qui vont jouer un rôle tout à fait important dans la photographie surréaliste. Bérénice Abbott en particulier, puisque c'est une Américaine qui travaille en fait à ce moment-là encore avec Man Ray, avant de claquer la porte de Man Ray. Mais quand Bérénice Abbott claque la porte, elle part avec pratiquement le fond d'un photographe français qui va être lui aussi oublié, c'est Eugène Adjet. Voilà. Eugène Adjet, qui est un photographe très très particulier, qui va être encensé par les surréalistes, mais dont le gouvernement français va se moquer, alors qu'il a un fond extraordinaire, puisque c'est lui qui réalise un ensemble de reportages fondamentaux sur l'état de la ville de Paris à la fin du 19e siècle. Ah oui. Ce qui fait de Paris la seule ville photographiée au monde à la fin du 19e siècle. Oui. Donc c'est extrêmement important à comprendre. C'est ça. Cela dit, Bérénice Abbott part aux États-Unis avec le fonds complet de Eugène Abbott, et ce fonds va être exploité aux États-Unis. C'est pour ça que pour voir des photographies de Adjet, il vaut mieux aller à New York, aujourd'hui encore, que de trouver les quelques images qui ont été sauvées à Paris. Et là, on est en quelle année ? On est en 28, 30 28. Oui, 28. 28. Oui. 28, 30, bon. Voilà, c'est-à-dire le début de la peinture et de la photographie surréaliste. C'est ça. Alors, d'autres photographes, vous avez dit Dora Maar. Oui, non, Dora c'est pas Dora Maar. C'est pas Dora Maar. Mais Dora Maar fait partie, effectivement, Dora Maar fait partie de ces photographes surréalistes qui vont jouer un rôle extrêmement important dans les années 30. Oui. Dora Maar va avoir une carrière particulière. Elle développe un énorme talent de photographe surréaliste, c'est-à-dire beaucoup de découpage, beaucoup de collage, comme dans tout le mouvement surréaliste de l'époque. Oui. Mais elle devient, elle devient la maîtresse de Pablo Picasso à partir de 1935. Et donc elle devient modèle de Pablo Picasso. Et Pablo Picasso va pratiquement lui dire « Abandonne la photographie, consacre-toi à la peinture ». Aïe, aïe, aïe. Et donc, c'est ce que va faire Dora Maar, malheureusement. Elle va abandonner la photographie pour
mieux vivre sans doute son aventure avec Pablo Picasso, qui sera l'homme que l'on connaît et qui abandonnera Dora Maar, et Dora Maar aura une très très sévère dépression et pratiquement elle ne touchera plus à la photographie à partir des années 42-43. C'est une histoire terrible. Une histoire terrible. Oui. Il y en a beaucoup, malheureusement. Tenez, par exemple. Oui, par exemple. Lucia Moholy. Oui. Lucia Moholy, qui est la compagne de Moholy Nagy. Moholy Nagy, c'est un des maîtres du Bauhaus. Maître du Bauhaus. Son épouse a une carrière de photographe extrêmement importante dans les années 20. Et soudain, on s'aperçoit que les photographies de Lucia Moholy ont quasiment disparu. Parce que la signature Lucia Moholy a été remplacée par celle de Moholy Nagy. Wow. C'est-à-dire que tout son travail va être spolié à la fois par son mari, mais aussi par Gropius. Gropius qui est à ce moment-là le principal du Bauhaus. Et Gropius va agir de la même façon en prenant les photographies et en omettant la signature de Lucia. Et Lucia va se battre toute sa vie, jusqu'à 95 ans, pour essayer de récupérer ses photographies. Eh bien. Et certaines de ses publications continuent de ne pas lui être attribuées. Ah oui, c'est tenace. Absolument. Oui. Alors ensuite, peut-être, on va passer aux humanistes et aux modernes. Oui, j'aurais aimé parler de Lee Myler. Ah oui, peut-être bien. Parce qu'elle aussi, elle a une carrière absolument hallucinante. Et je terminerai là-dessus peut-être avec Lucy Myler. Pardon, pas Lucy, c'est lapsus, Lee Myler. Voilà. Lee Myler arrive en France sur les conseils de photographes américains. Elle arrive en France et les photographes américains lui disent « Si tu veux faire une carrière dans la photographie, il faut que tu ailles voir Man Ray. Elle est d'une beauté stupéfiante, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Elle est mannequin aux États-Unis, puis en France. Elle rencontre Man Ray, dont elle connaît le visage, dans un bar, et elle se présente à Man Ray sans autre forme de procès, en lui disant « Bonjour, monsieur Man Ray, je suis votre modèle. » C'est joli. C'est assez extraordinaire. Mais c'est osé. Osé, très osé. Et donc, elle devient à la fois mannequin, maîtresse et photographe avec Man Ray. C'est elle, en fait, qui va aider Man Ray, et voire plus, à mettre au point les effets de solarisation, par exemple. La solarisation, c'est une invention que Man Ray s'est attribuée, mais Lee Myler est largement dépositaire de cette invention. Mais oui. Et donc, elle a une carrière époustouflante, en tant aussi que photographe surréaliste. Oui. Parce qu'elle fait tout un travail très, très particulier, très étrange, mélangeant érotisme, surréalisme, etc., etc. Elle quitte, en claquant la porte, elle aussi, de Man Ray en 1932 pour ouvrir son propre studio photographique. Et puis, quand la guerre arrive, eh bien, elle prend la décision de servir son pays. Et donc, elle s'arrange pour être correspondante de guerre. Elle est envoyée, personne ne veut d'elle, puisque c'est une femme. Personne ne veut d'elle comme correspondante de guerre. Elle est envoyée dans une zone très calme. Et puis, la qualité de son travail fait que son journal de l'époque, c'est Vogue, dit on l'envoie vraiment voir ce qui se passe. Les Américains, puisqu'elle est américaine, là, les Américains lui disent on va t'envoyer à Saint-Malo parce qu'à Saint-Malo, ça y est, la guerre est finie, la ville de Saint-Malo est prise et donc tu ne risques rien.
Erreur. Elle arrive en plein combat à Saint-Malo, et c'est elle qui fait le reportage sur la libération de Saint-Malo. S'en suivront des reportages extraordinaires sur la libération de Paris et sur la découverte des camps de concentration en 1945. Oui. Malheureusement, elle supportera très mal Oui. cette histoire. Mm. Elle tombera dans la dépression, dans l'alcoolisme, Mm. et là aussi, ses photographies vont complètement disparaître. Mais oui. Et c'est son fils, Anthony Penrose, qui, à partir de 1976-77, va redécouvrir... Lee Meyer meurt en 77. Oui, oui. Et à partir de ce moment-là, son fils, Anthony Penrose, découvre dans le grenier des milliers de négatifs. Sa mère ne lui a jamais parlé de son histoire et de toutes ses aventures, Mais c'est en particulier extraordinaire. militaires. Oui. Oui, oui. Et donc, elle est redécouverte depuis. Il y a de nombreux livres maintenant qui circulent sur la vie de Lee Miller et ses photographies. Oui, oui. Alors, on a peut-être des choses à dire aussi, à apprendre, nous, sur peut-être les humanistes et les modernes. Oui. Alors, les humanistes, évidemment, c'est à la fois Paris devient capitale de la photographie à partir de 1945. Mais le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, et en particulier des bombes atomiques, fait que le style de la photographie, à partir de 1945, va complètement changer. Mais les femmes vont avoir un rôle extrêmement important à partir de cette époque, et on parle du mouvement humaniste, à la fois chez les photographes hommes, très nombreux en France, et chez les photographes femmes. On peut parler de Lisette Model, qui fait... C'est une photographe américaine, mais elle expose elle exporte de France un style extrêmement moderne, parce qu'elle a fait ses débuts dans la région provençale, et elle fait en particulier des portraits de la bourgeoisie européenne et française à Nice, qui sont d'une acidité extrêmement moderne. Mm-hmm. Donc ça, c'est Lisette Model, qui va faire son reste de carrière aux États-Unis. Mm-hmm. Gisèle Freund, qui joue un rôle extrêmement important par rapport à la manière dont les hommes et les femmes regardent le monde. Mm-hmm. Et elle rédige pour chacun de ses reportages des textes et des légendes, et elle poursuit ses recherches sur le médium en interrogeant le pouvoir de l'image, et elle va faire un livre fondamental sur la théorie de la photographie, et c'est elle qui sera la photographe, entre autres, de François Mitterrand, la photographe officielle de François Mitterrand. Mm-hmm. Voilà. Et alors, peut-être, il y a un certain nombre de femmes photographes qui vous tiennent à cœur, là, pour terminer. Ah oui, juste, je vous raconte une anecdote. Alors, c'est une photographe qui n'est pas très connue, qui s'appelle, elle a un nom étrange, Yvette Troispoux. Oui. Yvette Troispoux. Alors, je vous en parle un peu parce que on est au Havre, et elle a un rapport avec la vie havraise. C'est une dame qui a eu une carrière comme secrétaire aux tréfileries. Oui. Alors, les tréfileries, c'est une vieille et grande entreprise havraise, emblématique, Bien sûr. dont le patron, très humaniste, a eu une très longue histoire, à la fois sur le plan économique et sur le plan politique. Et donc, Yvette Troispoux est secrétaire de cette entreprise. Elle fait des allers-retours entre Le Havre et Paris, parce que le siège social de l'entreprise des tréfileries du Havre est à Paris, et donc elle est très souvent à Paris. Cependant,
quand arrive sa retraite, elle retourne de temps en temps au Havre. Et elle devient la photographe des photographes. C'est un terme qui a été inventé par Robert Doisneau, qui est un photographe humaniste français de la même époque. Et donc Yvette Trois-Poux se spécialise dans la photographie lors des salons, lors des réunions de photographes, etc., etc. Elle a même eu les honneurs d'une exposition photographique à Arles dans les années 70. Et moi, je suis dans le hall du théâtre de l'Hôtel de Ville, un jour de 1993 ou 1994, j'ai un an de près, je ne me souviens plus. Et souviens, je viens, cette vieille dame arriver, une grand-mère qui a dans les mains un Leica. Oh, c'est assez étonnant, c'est assez surprenant. Surtout que quand je la regarde photographier au Leica, je m'aperçois qu'elle tient très mal son appareil photo. Il y a quand même... Le Leica, c'est un objet d'amour pour un photographe. Donc, on le tient, on le caresse, on le tient bien dans ses mains. C'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important. Et puis, elle, je vois qu'elle tient un peu de travers. Elle tient ça comme un objet ordinaire. Un Leica n'est pas un objet ordinaire. Et donc, je ne connais pas cette vieille dame. On peut dire vieille, quand même. Et je me retourne vers le directeur culturel de la ville du Havre à l'époque, que je connais bien. Et je lui dis, mais qui est cette vieille dame ? Comment ça, Pierre, tu ne le connais pas ? Tu ne la connais pas ? C'est Yvette Trois-Poux. Et elle, donc, cette ancienne secrétaire des Tréfileries, est devenue une photographe extrêmement importante. Il y a un livre qui est sorti sur la vie et les aventures photographiques de Yvette Trois-Poux. Eh bien, merci beaucoup, Pierre. Alors peut-être on reviendra vers vous parce qu'effectivement, de toute façon, il y a beaucoup de femmes photographes et vous n'avez pas pu toutes les citer, au moins pour ce Viva Culture-là. Mais nous reviendrons et nous pourrons peut-être faire un sort en évoquant Viviane Mayer, etc., etc. Avec plaisir. Merci. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, notez peut-être le Disquaire Day, le samedi 12 avril à partir de 10h. Cela se passe aux Azous, 147 rue Victor Hugo. Il s'agit de célébrer la journée internationale des disquaires indépendants et le vinyle. À bientôt, adhérez, réadhérez, rejoignez-nous. Au revoir.